Bonjour, donc je m'appelle Fabrice Pelletier, je suis designer et consultant en éco-conception. J'ai commencé au siècle dernier, à l'époque où le mot éco-conception n'existait pas. Donc un peu comme Monsieur Jourdan, j'en ai fait sans le savoir. Et puis on donne des noms un petit peu à tout. Je suis auteur de différents ouvrages sur l'emballage et sur la révolution de l'emballage qui est en train de se réaliser. Alors, avant de, de parler exactement, de vous montrer un petit peu les tendances et la manière dont les emballages, aussi bien en cosmétique qu'en pharmaceutique, vont évoluer et doivent évoluer, je voudrais d'abord vous parler de la réglementation. Alors moi, je ne suis pas du tout juriste, hein, vous l'avez compris, je suis designer, donc je suis à l'opposé un petit peu de ce monde. Mais je vais vous parler plutôt de la vision, si vous voulez, de ce que les lois vont nous imposer et vous dire d'ailleurs que l'emballage ne changera pas uniquement pour des raisons de mise en conformité par rapport à la législation. Il y a eu énormément de mesures sur l'emballage ces dernières années. Ça a commencé, on pourrait dire, en 2018, bien que c'est commencé avant, hein, ça date la directive 94-CE, c'est-à-dire sur la réduction à la source, et celle qui préside à notre manière de concevoir des emballages, date de 1994, comme son nom l'indique. Mais on peut dire qu'à partir de 2018, ça a commencé énormément à bouger. J'avais écrit un petit ouvrage qui s'appelait L'emballage à l'aube de sa révolution à l'époque, où j'expliquais qu'il allait y avoir des interdictions, qu'il allait y avoir de grands changements. On m'avait traité d'idéaliste. Mon ouvrage, si vous pouvez l'avoir gratuitement sur mon site internet, vous verrez qu'il était finalement assez soft, plutôt dans la ligne de ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, il y a 4 ans, on disait que je rêvais. Donc ça a commencé par la single-use plastique, parce qu'en fait, toutes les lois qui sont, que ce soit des lois européennes ou que ce soit des textes français, qui visent à préserver notre environnement, elles ont toutes un petit chapitre sur l'emballage. Emballage, environnement, a priori, ça va ensemble. Et c'est ce qui est un petit peu d'ailleurs un marqueur assez facile à lire pour les consommateurs, parce que finalement, nous consommateurs, même si j'ai des professionnels peut-être de l'emballage ou autres, ou des produits emballés dans la salle, en fait, on est confronté tous les jours à des emballages. On en manipule à peu près 25 par jour. On en jette entre 3 à 5 par jour. Donc, c'est dire que c'est un élément quotidien. Donc, la single-use plastique et la stratégie plastique, en fait, qui sont arrivées en 2018, visaient plutôt, on s'est rendu compte finalement un jour que dans quelques années, on aurait plus de plastique dans les océans que de poissons. Et là, on s'est dit, bon, il y a un problème. Et un problème qui est d'autant plus important, c'est que ce plastique, il a deux caractéristiques. C'est que d'abord, il attaque les petites bébêtes. Il fait du mal à la biodiversité, et aux petits animaux, on n'aime pas. Et puis quelque chose aussi qui devrait, en tout cas dans ce salon, interpeller, c'est que c'est quand même un vrai problème de santé publique et pour la santé humaine. On ingère de plus en plus de plastique sans le savoir, comme les animaux, comme les poissons. Et donc, en se rendant compte qu'il y avait tout ce plastique qui finalement... Moi j'habite dans les Hautes-Alpes, donc... en fait, le plastique, il y a des gens qui le jettent au sommet du Mont Blanc parce qu'ils mangent avec leurs petits trucs en plastique. Et puis, petit à petit, ça fond, ça descend dans les petits ruisseaux, les rivières, et in fine, ça finit toujours à la mer. Donc, la stratégie plastique a été d'essayer de couper le robinet dans un premier temps en disant, ben voilà, tous les plastiques, les petits plastiques, alors c'est pas que de l'emballage, mais c'est les cotons-tiges, les plastiques des cotons-tiges et tous ces petits bouts de plastique qui finalement finissent sur les plages, dans la nature, il faut essayer de les limiter au maximum, il faut couper le robinet. Et d'où quelque chose qui a touché l'emballage et qui touchera vos emballages à terme,
Ne pensez pas que c'est lié qu'à l'eau, c'est le bouchon attaché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques d'eau minérale, de soft drink qui font un peu de pub en disant voilà, je tue plus les oiseaux, je sauve l'humanité parce que j'ai un bouchon attaché. C'est juste parce qu'elles répondent à la loi et c'est une obligation pour tout ce qui est boisson d'attacher le bouchon. Ça le sera vraisemblablement demain pour les produits solaires, pour tous les produits finalement qu'on amène sur la plage et qu'on a avec nous, le bouchon attaché. Ça, c'était en 2018. Après, vous avez eu 2019-2020 la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Alors, vous voyez qu'anti-gaspillage, c'est écrit plus gros qu'économie circulaire. Pourquoi ? Et Brune Poirson l'explique bien dans la préface du livre, du premier livre sur la révolution de l'emballage que j'ai fait en 2020. Pourquoi ? Parce que, en fait, le plastique à usage unique, c'est quand même du gaspillage. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre des objets à obsolescence programmée, avec, par exemple, je prends ne serait-ce qu'une DLUO, une date limite d'utilisation ou une date limite une DLC, date limite de consommation, c'est de l'obsolescence programmée. C'est qu'on sait que la durée de vie du produit, elle est limitée dans le temps, de 1 à 7 jours, de 1 à 15 jours. On est capable de mettre ça dans des emballages qui vont vous protéger votre produit pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc là, il y a un problème, c'est-à-dire qu'en fait, on ne qualifie pas l'emballage en fonction du temps dans lequel il doit protéger, il doit rendre des bons services. On prend le plus long possible. Je dis souvent que ça revient un petit peu à prendre une fusée Ariane pour aller chercher son pain au bout de la route. C'est un peu ça l'emballage, c'est de la surfonctionnalité. Donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a dit qu'on devait sortir du plastique à usage unique en 2040 avec plusieurs échelonnements et plusieurs interdictions, c'est-à-dire tous les 5 ans, il y aura des interdictions. Les premiers qui se sont fait taper sur les doigts et qui se sont fait interdire, c'est les fruits et légumes non préparés. C'est vrai qu'on peut se poser la question de l'intérêt de mettre des carottes, des pommes de terre, des pommes dans des sacs plastiques ou dans des emballages, des barquettes en plastique, à part peut-être faire plaisir au consommateur qui dit bah, finalement ça lui fait plaisir, sauf qu'au moment où il jette, il dit ah ben non, c'est pas bien, c'est pas beau, il faut pas le faire. Après, il y a eu la loi convention citoyenne, la convention citoyenne pour le climat. Vous savez, je ne sais pas comment ils étaient, 100. C'est 100 personnes qu'on a pris en France pour les interroger. Et sorti de ça, la loi climat et résilience. La loi climat et résilience, ce n'est pas du tout une loi anti-gaspillage, c'est une loi qui qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et qui a fixé des objectifs pour la France un peu plus ambitieux que pour l'Europe. Et finalement, dans cette loi, les émissions de gaz à effet de serre, hein, on le sait tous, ce n'est pas les emballages, c'est avant tout les produits qui sont à l'intérieur. L'emballage représente, en moyenne, entre 3 et 10% des émissions de CO2 du couple contenant-contenu. Donc les 90%, c'est le contenu. Et d'ailleurs, on voit bien par exemple dans les médicaments aussi, il y a des emballages extrêmement sophistiqués qui dépassent les 50 à 60% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'ils contiennent. Mais il n'empêche que cette loi a été votée et elle touche aussi l'emballage. Et puis, sont en discussion au niveau de l'Europe, puisque le deuxième paquet dont je vous parlais était un paquet français, mais c'est toujours un jeu de ping-pong entre l'Europe. Sachez que les États doivent toujours se conformer à ce que fait l'Europe, et l'Europe va toujours sur le mieux-disant. Donc, c'est pas fini cette histoire, c'est tous les jours, à chaque fois qu'on va parler de climat, à chaque fois d'ailleurs notre nouveau gouvernement va énormément parler d'écologie, et à chaque fois qu'on va parler d'écologie et de climat, eh ben, on va toucher l'emballage. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui nous éclaire là, en fait, on ne voit pas tellement ce que sont les déchets. On ne le voit pas, donc ça ne vous dit rien. Ces déchets d'énergie
propre, paraît-il, nucléaire. Mais nos déchets d'emballage, par exemple toutes les bouteilles qu'on a bues, là ils sont bien visibles, ceux-là on les voit et il faut les recycler évidemment et les faire tourner en circulaire. Donc ce que je dis, bien sûr que dans vos entreprises, les juristes vont aller regarder la loi, mais je vous dis, pour les emballages de demain, la messe est dite et les lignes de conduite sont extrêmement claires, extrêmement bien définies. La première chose, c'est moins d'emballage plastique à usage unique. La loi a aussi essayé de dire ce qu'était l'emballage inutile. Elle a qualifié des emballages inutiles. C'est évident que dans le domaine pharmaceutique, qui est un domaine essentiel de beaucoup d'usages uniques. D'ailleurs, les masques à usage unique, les seringues à usage unique, donc tout est à usage unique. On peut comprendre l'usage unique. C'est beaucoup plus difficile de le comprendre sur un shampoing, sur une crème de soin visage. Donc, il va falloir aussi moins d'emballage plastique à usage unique, que chaque entreprise, chaque industrie puisse bien calibrer et comprendre l'intérêt et l'importance de son usage unique. Est-ce que son usage unique est-il indispensable et nécessaire? Et là, je peux vous dire que quand on regarde les choses avec ce prisme, on peut se poser beaucoup de questions et vous allez le voir. Après, la loi, quand vous regardez tous les textes de loi, il dit à partir du moment où l'emballage est 100% recyclable, ce qui ne veut pas dire recyclé, mais que l'emballage est recyclable et recyclé effectivement. Pourquoi je fais une différence entre un emballage recyclable? Parce qu'il y a quasiment tout est recyclable dans un laboratoire. Les géotrouve tous sont capables de tout vous recycler dans la vraie vie. Moi, je suis élu local. Je m'occupe du CITOM des Vallées du Mont-Blanc. Je peux vous dire que tout n'est pas recyclé. Et ce n'est pas parce que vous avez un avis de recyclabilité qu'en réalité, on va le recycler derrière. Donc, il va falloir recycler et il va falloir aussi réintégrer systématiquement de la matière recyclée dans vos emballages. Donc, c'est ce qui est fixé quand vous regardez ce qui est derrière tous les textes de loi. C'est ça, on vous dit de l'usage unique quand c'est nécessaire et indispensable, recyclable et surtout recyclé, vérifiez bien que ce soit recyclé et réintégré au maximum de la matière recyclée. C'est somme toute ce qu'on appelle l'économie circulaire. Mais il y a un autre point qui a été fixé par la loi AGEC et la loi Climat et Résilience et qui va arriver aussi, c'est aussi essayer, puisqu'on va enlever de l'emballage à usage unique, on ne va pas enlever l'emballage. Donc ça veut dire que quand vous enlevez de l'emballage à usage unique, il va falloir le remplacer par de l'emballage à usage multiple. Alors que vous l'appeliez emballage réemployable ou emballage réutilisable, on verra, je ferai quelques distinctions tout à l'heure. Mais voilà ce qu'est en fait la grande feuille de route du monde de l'emballage, quels que soient les secteurs. Essayons de limiter l'usage unique au nécessaire à l'indispensable. Faisons en sorte qu'il soit systématiquement recyclable et recyclé. Réintégrons de la matière recyclée. Et puis, pour être mieux, allons vers le recyclable, allons vers le réemployable, le réutilisable, mais la loi vous dit réutilisable, mais recyclable et recyclé aussi. Donc, vous voyez, tout tourne autour de la même histoire. Donc, aujourd'hui, vous avez la loi AGEC a été... s'affirme par un premier décret qui s'appelle le décret 3R. Alors les 3R, moi justement, c'est pour ça, je faisais comme Monsieur Jourdan, moi ça fait 25 ans ou 30 ans que je parle des 3R. Moi je disais réduire, réutiliser, recycler. Ça reste toujours un peu la même chose. Réduire, mais ce n'est pas la même réduction. C'est pas forcément, parce que la réduction de la 94 CE, de la loi 94 CE, c'est ce qu'on appelait une réduction à la source et qui était une réduction du poids et de la taille de l'emballage, qui a conduit vers la mise sur le marché d'emballages souples, non recyclables et non recyclés, donc finalement qui était pas loin d'être contre-productive.
La réduction visée par la loi AGEC, c'est vraiment une réduction à la fois effectivement de pondérale de l'emballage, mais aussi une réduction de nombre d'unités mises sur le marché. Parce que parallèlement, on a certes réduit le poids des unités, mais on en a multiplié de façon exponentielle le nombre. Donc réduction du nombre d'emballages à usage unique mis sur le marché. Après, c'est réutiliser dans les 3 R. Alors, c'est pas réutiliser, c'est réemploi, parce qu'avant, on disait réutiliser. Alors, le réemploi, juste pour vous faire, le réemploi d'un emballage, c'est d'avoir un pot de confiture, de mettre vos pots à crayon ou d'aller dans un magasin vrac pour mettre des cacahuètes dedans. Le réemploi, c'est un acte de consommateur. Pardon, la réutilisation, excusez-moi. La réutilisation, c'est ça. Le réemploi, c'est un système industriel, c'est-à-dire c'est de concevoir des emballages qui vont pouvoir être récupérés, nettoyés, renvoyés chez l'industriel pour avoir exactement la même fonction. Donc il va falloir mettre en place ça et en plus après recycler, mais recycler réellement parce qu'en fait aujourd'hui nos gouvernants, et les chiffres le montrent, il y a un réel décalage entre la recyclabilité théorique des emballages et le recyclage réel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez que 25% des emballages plastiques mis sur le marché qui sont recyclés. Or, normalement, telles que sont faites les filières et telles qu'on nous explique que les emballages sont recyclables, on devrait en avoir 70-75%. Mais ça ne fonctionne pas. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est bien qu'il y a un décalage entre la recyclabilité déclarée et la recyclabilité réelle dans la vraie vie et dans nos possibilités de recyclage. Donc c'est ça que voit la loi AGEC. Moi, j'ai rajouté un premier R en préparant parce qu'il manque un R dans tout ça, il manque le R de refuser. C'est-à-dire que refuser, ça veut dire que finalement, est-ce qu'on doit tout emballer? Alors là, j'ai mis des exemples qui sont des exemples un petit peu exotiques. Hein. On se dit, on ne fait pas ça. Non, ça, c'est dans les pays bizarres. Enfin, mettre une... en fait, ça se fait quand même. Et c'est vrai que c'est complètement stupide. C'est stupide. C'est souvent fait pas forcément par des grandes entreprises, pas forcément par des pays civilisés. Et pourtant, les grandes entreprises dans les pays civilisés font n'importe quoi. Regardez. Qu'est-ce qui justifie autre que des problématiques de vente cachées dans un blister, dans un sachet, dans un étui carton? Alors on va m'expliquer, oui, c'est respecter la posologie pour pas qu'on le vole, etc. Enfin, il y a plein de gens qui vont m'expliquer, vendons-le en vrac, peut-être ça changera le problème. Mais pourquoi autant de déchets pour un cachet? Quand je dis pays civilisé, alors peut-être que on n'a pas la même notion de la civilisation. On va parler des États-Unis. On peut dire que c'est peut-être un pays civilisé et petite entreprise, c'est quand même Bayer qui se paye le luxe de faire un truc comme ça. Donc, en fait, et des exemples comme ça, je peux vous en montrer sur des grandes multinationales, sur des Nestlé, etc., qui se targuent d'avoir des bilans environnementaux absolument géniaux. Et refuser, ça va être de se poser. C'est pour ça qu'à un moment, la loi, et on dit que nos législateurs sont stupides et tout, mais est-ce qu'il n'y a pas des emballages inutiles? Est-ce qu'on n'est pas complètement dans le cadre d'un emballage inutile quand je vous montre ça? Vers où on va aller? Alors, je vais vous montrer des exemples d'alimentaire et puis de cosmétiques et de pharma. Pourquoi je vous montre des exemples alimentaires? Parce que c'est quand même 80% de l'industrie de l'emballage est vouée au secteur alimentaire. Donc les innovations, si vous faites de la cross-fertilisation, les innovations dont auront besoin la cosmétique et la pharmaceutique, ils vont pouvoir quand même aller la puiser, l'inspiration, dans l'alimentaire, puisque c'est là qu'il y a le plus d'emballage. Donc, tout le monde va aller vers le moins de plastique. Zéro plastique ou moins de plastique, parce qu'on vous clame zéro plastique, mais c'est difficile d'aller vers zéro.
Je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de zéro plastique. La première chose, ce sont les fenêtres. Et ça, il y en a beaucoup en cosmétique. Il faut voir le produit. Il faut voir l'emballage qui est dans l'emballage. Le nombre comment ça s'appelle, d'étuis de cosmétiques qui font une fenêtre pour voir à l'intérieur de ce carton, il y a un emballage qui vous montre juste une fenêtre pour voir l'emballage. Ça se compte par milliers. Barilla dit écoutez, moi je vais enlever cette fenêtre parce que cette fenêtre c'est un bout de plastique dans l'emballage et c'est un perturbateur de recyclage, et je vais simplement mettre une photo. Des fois, la photo va simplifier les choses. Comme la photo d'une gomme peut éviter d'avoir recours à la transparence du plastique, mais vous voyez aussi un simple trou pour mettre une ampoule ou des blisters 100% en carton. Si on veut vraiment voir les choses, on n'est pas obligé de faire des fenêtres. Regardez toutes. Alors c'est intéressant, je vous ai mis les fruits et légumes parce que les fruits et légumes sont frappés par la première interdiction en l'espace de 1 an. Ils ont fait preuve de créativité en disant on n'a plus le droit de mettre de plastique, c'est interdiction d'emballage contenant tout ou partie de plastique. Donc c'est zéro plastique, on peut se dire, dedans. C'est pour les fruits et légumes jusqu'à 1,5 kg. Et regardez finalement la créativité qu'on peut avoir pour faire des fenêtres, et pour voir le contenu sans forcément avoir recours à un bout de plastique qui va fermer une fenêtre qui finalement montre quelque chose qui ne sert pas à grand chose. Le zéro plastique, il est aussi dans l'autre regroupement. Alors, ce n'est pas valable sur la pharmacie, mais c'est valable sur la cosmétique. Beaucoup de produits cosmétiques sont vendus en lot. D'ailleurs, il y a 35 ans au moins déjà, je travaillais beaucoup avec L'Oréal. Et mes premiers, ce qu'on faisait énormément, c'était des lots de 2, des lots de 3 avec des manchons. Vraiment, on mettait du plastique autour des emballages. Et finalement, aujourd'hui, on part de ce plastique pour mettre des systèmes, on revient au carton, à des systèmes en carton. Les grandes marques le font. L'idée est bien d'abandonner ce plastique, certes extrêmement léger, mais qui s'envole et qui inexorablement on en trouvera à la mer. Je me souviens avoir vu il n'y a pas longtemps un reportage d'Élise Lucet où elle montrait des plastiques en Afrique ou en Asie, je ne sais pas où était. Et puis il y avait un film Lactel, et Lactel ne comprenait pas comment c'était possible qu'un emballage Lactel vendu en France se retrouve là-bas. C'est simplement qu'il s'est envolé. Nous, quand on vide les camions de poubelle, il suffit qu'il y ait un coup de vent et le léger s'envole. Le zéro plastique, on le voit beaucoup apparaître, on commence à le voir apparaître dans les marchés pharmaceutiques et cosmétiques. Alors dans le marché pharmaceutique, il y en avait beaucoup. L'étui carton était quelque chose qui existe. Mais cela dit, vous voyez par exemple pour des cotons-tiges. Alors des cotons-tiges, est-ce que finalement on a vraiment besoin de les montrer ? On sait tous qu'un coton-tige, un petit dessin suffit. Je vois ces patchs, ces petits pansements dans des boîtes en carton ou des blisters 100% carton. Vous voyez en fait ce qui est en train de se passer sur l'agroalimentaire et les autres marchés. On peut le retrouver très très facilement dans vos marchés et on n'a pas besoin d'avoir recours systématiquement au plastique pour des emballages à durée de vie parce que la plupart de ces emballages, notamment le dernier, arrivé à la maison, il est explosé. Il sert juste à vendre. Il n'a pas beaucoup d'autres fonctions. Alors, on ne peut pas tout faire sans plastique parce que le papier n'est pas hydrophobe, c'est pas barrière et à des moments on a besoin quand même de plastique, ne serait-ce que pour souder. Par exemple, souder un sac en carton, il faut un sac en papier, il faut du plastique. Il faut du plastique pour que ça soit thermosoudé. Donc on a dans ces sachets qu'on voit apparaître sur les marchés alimentaires, même de la salade, on a un petit peu de plastique, de 5 à 10% de plastique. Et puis tous ces étuis
tous ces cartons et ces boîtes qui apparaissent un petit peu sur tous les marchés, essentiellement des marchés de produits plutôt secs, si vous voulez, et c'est constitué à, on va dire, 70, 80, 90% de fibreux, c'est-à-dire de carton, et du plastique. Je rappelle au passage qu'en France, actuellement, et ça ne va pas durer éternellement, on va considérer qu'à partir du moment où un emballage est constitué à 50% de fibreux, c'est-à-dire de papier et carton, il va intégrer la filière d'emballage, la filière de recyclage des papiers et cartons. En Belgique, c'est 85%, en Allemagne, c'est 95%. L'Europe va s'aligner vraisemblablement très très rapidement sur le haut et demander à la France de remonter ce taux. Elle ne redemandera peut-être pas à l'Allemagne d'aller à l'Allemagne, et peut-être, mais en tout cas 85-90%, c'est quand même les chiffres vers lesquels on va aller. Pareil, vous voyez que vous avez des solutions dans la cosmétique et qui pourraient aussi être appliquées dans certains produits pharmaceutiques, de sachets à base carton avec du polyéthylène ou du polypropylène à l'intérieur en faible masse. Même pour des shampoings douche, hein, c'est une base carton pour des recharges. En fait, on n'a pas besoin. On peut faire à peu près avoir le plastique. Je ne suis pas un anti-plastique, au contraire, le plastique c'est un matériau génial, mais par rapport à ses propriétés de protection, de barrière, ça n'a jamais été un matériau qu'il fallait utiliser dans l'emballage par rapport à ses capacités formelles. C'est d'abord un matériau qui sert à protéger. Et aujourd'hui, on peut faire des déodorants, des sticks, des rouges à lèvres à base de carton. Ils dureront effectivement moins longtemps, mais c'est peut-être suffisant que par rapport à ces emballages en plastique de stick lèvres qui sont absolument pas recyclables. Moins de plastique aussi. Alors, la problématique, elle est intéressante. Vous voyez L'Oréal avec La Roche-Posay qui a lancé un des premiers tubes à base carton, mais il mettait moins 45% de plastique. Ça veut dire qu'il y avait encore 55% de plastique, donc il n'était pas recyclable. Il ne passait pas les 50. Pourquoi? Parce qu'il y avait le bouchon. Le bouchon était extrêmement pondéreux et le système de versage. Là, L'Oréal vient de sortir un nouveau tube qui passe parce qu'en fait, ils ont retravaillé leur bouchon et leur bouchon est vraiment très très fin et aujourd'hui il passe. Donc vous voyez, toujours cette idée de diminution du plastique pour amener une partie recyclable et éventuellement du recyclé, parce que là vous pouvez intégrer aussi de la matière recyclée dans votre corps en carton. Après, il y a une autre tendance qui va vous toucher dans la cosmétique et qui peut toucher le médicament, c'est le plastique séparable. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le plastique est un matériau qui permet, super pour protéger, pour garantir les barrières, mais on peut faire la même chose avec 10 fois moins de plastique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout ce plastique. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsqu'on va demander au plastique d'avoir plusieurs fonctions, c'est-à-dire la fonctionnalité de protection plus la fonctionnalité de tenue de l'emballage, la physique, empilabilité, tenue par la main. Effectivement, on va utiliser beaucoup de plastique. Si on diminue le plastique, ça devient souple, ça ne tient plus dans la main. Donc on peut remplacer cette tenue par du fibreux. Et c'est toute cette technologie des paper bottles qui associe finalement un plastique extrêmement fin, vierge, sur lequel il n'y a aucune transformation. Donc finalement, c'est une ressource assez sympathique à recycler parce qu'elle n'est pas souillée par de l'encre, elle est monomatériau. Et tout ce qui est l'impression, etc., on va le faire supporter sur une structure fibreuse. Et cette structure fibreuse, elle va être aussi recyclable. Donc en séparant les deux, et comme ça se sépare mécaniquement par écrasement, on doit pouvoir séparer assez facilement les deux et recycler
les deux, et c'est ce qui préside à ces solutions. Vous avez la gamme Seed qui a été en avant là-dessus, donc c'est des premières générations. Il faut beaucoup d'indulgence par rapport à ce type de produit parce qu'on n'a pas le droit de comparer ce type de produit à des produits qui ont été améliorés pendant 30 ans. C'est tout nouveau, mais j'attire votre attention sur ces produits et je pense qu'ils vont arriver très très rapidement, ce type d'emballage, sur des marchés cosmétiques ou des marchés médicamenteux parce que finalement, on n'a pas. Quand tu as un spray avec une posologie d'une semaine, il faut que ça marche une semaine. Il ne faut pas que ça marche 20 ans à partir du moment où tu l'as ouvert. Après, il y a tous les calages et vous allez voir que avec ces technologies de la cellulose moulée qui sont en train vraiment de se développer, vous pouvez aussi bien d'aller du calage, du simple calage de vos éléments d'emballage à l'emballage lui-même. On voit que la cellulose moulée, comme j'ai écrit d'ailleurs il y a déjà 20 ans, sort de l'œuf. Hein. On n'est plus du tout dans l'œuf. On est vraiment dans une cellulose moulée de très très belle qualité et qui va vous permettre de développer pas mal de choses. Les perspectives, les voilà, c'est qu'on arrive à donner au papier et carton des qualités formelles, soit des feuilles de papier embouties, soit du pressage de fibres qui sont quasiment des qualités formelles de plastique. Donc demain, on peut avoir des emballages, on peut faire des blisters, 100% carton. Évidemment, on ne verra pas, il n'y a pas la transparence, mais franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de la transparence pour voir un médoc, quoi? Enfin, une capsule, moi, ça fait 10 ans que je suis abonné le matin et le soir à mes médocs et que le dimanche, je fais ma petite boîte. Enfin, je ne reconnais pas les médicaments par la tronche, par le côté transparent. Hein. Je retourne, c'est écrit, ça me va et je vois très bien. Et puis après, vous avez les perspectives sur l'étanchéité qui est la chromatogénie. C'est que demain, on pourra donner des propriétés d'étanchéité, pas encore de barrière au gras et à l'eau, pas encore des barrières aussi fortes que les barrières qu'on peut avoir avec le plastique, mais au papier carton. Et ça nous amène à de belles perspectives pour avoir des emballages en papier carton qui auront des fonctionnalités intéressantes et qui resteront recyclables. Le plastique n'est pas mort et je vous ai dit que je ne suis pas du tout un anti-plastique. J'essaie juste de lui donner sa vraie place par rapport à ses véritables qualités. Donc, ce vers quoi on va, c'est vers le monomatériau, le mono-PP, le mono-PE. Ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est que l'allègement a conduit à mettre sur le marché des emballages non recyclables, puisque les emballages souples étaient des complexes, c'est-à-dire des sandwichs de différents polymères qu'on ne sait pas séparer en recyclage mécanique et qui fait qu'ils n'étaient pas recyclables. Aujourd'hui, vous voyez apparaître ces emballages qui sont prêts à être recyclés. Les filières ne sont pas encore complètement prêtes, mais du mono-PE, du mono-PP. C'est la même chose sur les tubes. Les tubes vont de plus en plus vers du monomatériau de manière à être recyclables. Le recyclage mécanique, c'est quoi? C'est juste de transformer les emballages en confetti. Donc, un confetti, ça reste des petits bouts d'emballage. Hein. C'est des emballages qui sont coupés en petits plans, et puis après on refond tout ça. À partir du moment où vous avez deux polymères différents, vous ne savez pas recycler. Vous pouvez recycler que du PE mono, que du polypropylène, polyéthylène mono, que du polypropylène, éthylène monomatériau et que du PET. Il faut aussi que ça soit plus facile à trier, à recycler. Donc là, je reprends ma casquette d'élu local et de responsable d'un SITOM, syndicat des ordures ménagères. Pour qu'on le recycle, il faut qu'on arrive à le détecter. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que comme vous aimez aussi en cosmétique, moins en pharmacie, mais en cosmétique, vous adorez les emballages colorés, c'est que la couleur, quand elle contient du noir de carbone pour être extrêmement belle, on n'arrive pas à la détecter, on ne comprend pas avec nos centres de tri que c'est du plastique, donc ça part
en refus de tri. Donc il faut réussir aussi à faire des emballages et vérifier que vos emballages soient faciles à détecter en centre de tri. Tout ça pourquoi? Pour réintégrer de la matière recyclée. Alors réintégrer de la matière recyclée, ça marche très bien avec le PET. Le PET, Yves Rocher étant recyclé, L'Oréal aussi, Unilever aussi. Il faut aussi accepter d'ailleurs que le PET recyclé n'est pas forcément la cristallinité d'un PET vierge. Hein. La gamme Love Beauty and Planet, vous la regarderez, le PET il est gris. Mais ça n'a pas d'importance, on peut l'assumer parce que ça peut être intégré dans la création, où vous pouvez intégrer aussi cette couleur un peu marronasse que vous avez ici. C'est très très difficile de faire du PET recyclé clair comme pourquoi? Parce que le PET est en mélange et on ne fait comme disait ma grand-mère, c'est pas parce que tu tailles en pointe les oreilles à un âne que tu en feras un cheval de course. Donc sachez qu'en recyclage, si on met des ânes, à la finale on a des ânes. Hein. Donc comme on met plusieurs couleurs, c'est pas forcément cristallin. La matière recyclée, elle est extrêmement de plus en plus intégrée en cosmétiques sur des tubes, sur des maquillages. Donc c'est quelque chose d'assez commun. Beaucoup plus compliqué sur le polyéthylène et le polypropylène parce que ce sont des éponges et que vous ne maîtrisez pas ce qu'il y avait eu en amont. Donc en tout cas, on n'est pas contact alimentaire et on peut être perturbateur pour vos filières. Ça n'existera à mon avis jamais en médicaments, jamais, beaucoup trop de risques. Et puis il y a les plastiques végétaux recyclables. Hein. J'attire aussi l'attention sur le fait que le plastique, qu'il soit végétal ou qu'il soit fossile, ça n'a pas... Aujourd'hui, si vous voulez, tel qu'on est, c'est pas un problème, mais qu'il faut qu'il reste recyclable. Vous avez un problème, non? Pardon? Ah oui. Perspective. Alors les perspectives, c'est effectivement, vous avez le recyclage chimique. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui me disent tout va être résolu par le recyclage chimique. Je dis non. Le recyclage chimique ne sera jamais qu'un complément du recyclage mécanique parce que quand vous voyez le schéma, vous voyez de toute façon que vous avez des pertes beaucoup plus grandes, que c'est un process industriel qui a vraisemblablement un impact environnemental important et que le recyclage chimique ne sera jamais qu'un complément par pyrolyse d'un complément du recyclage mécanique et que de toute façon ça ne devra jamais être un alibi à en mettre plus sur le marché. Le recyclage n'est pas l'alibi, c'est pas parce qu'on recycle que on peut consommer comme des malades. Et je dis souvent, c'est la même chose, hein, c'est pas parce que la voiture elle pollue pas, qu'elle est électrique, qu'on a le droit de rouler à 150 sur l'autoroute. On est toujours à la même vitesse, hein, donc il n'y a pas le recyclage, c'est la même chose. Le recyclage enzymatique, même combat. Ce sont pour moi des recyclages qui sont extrêmement intéressants, qui vont monter les taux de recyclage, mais qui ne sont pas des alibis. Voilà, pourquoi? Parce que finalement, le recyclage n'empêchera jamais ça en fait. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est essayer d'ouvrir le robinet avec modération. Vous voyez que je n'ai pas dit couper le robinet, hein. J'ai dit d'ouvrir le robinet avec modération. Donc je vous ai parlé de plusieurs R pour respecter la réglementation. J'ai mis en premier le refus, la réduction, le recyclage, la réintégration et les ressources végétales. Et je voudrais aussi vous parler du réemploi parce que pour moi, le réemploi est quand même la révolution de l'emballage. C'est-à-dire que ça passera, cette réduction des déchets ne passera que par le réemploi. Alors le réemploi, je pense qu'au niveau pharmaceutique, on y est loin. Par contre, il n'y a rien qui interdit de faire du réemploi en cosmétique. On peut en faire aussi en pharma, mais ce sera plus compliqué. Donc on voit quand même des nouvelles technologies, enfin des choses qui sont en train d'arriver.
Toutes ces... Alors, je fais la différence, ouais, je vous faisais tout à l'heure, mais c'est l'objet du second bouquin. On va pas, parce qu'on y serait jusqu'à ce soir et je dois rentrer aussi. Donc, mais le réemploi, donc on est en train vraiment d'y venir. Là, on est plutôt dans la réutilisation, c'est-à-dire la capacité de faire des emballages qui permettent d'être re-remplis pour en fait économiser du plastique à usage unique. Donc là, on a une éco-recharge qui permet en fait de remplir 2 fois un emballage en aluminium qui va être plus durable avec une pompe. Le réemploi, il existe. Je vous le montre sur beaucoup de mes articles. Ça fait 20 ans que j'analyse des emballages dans Emballage Magazine. Ça existait depuis longtemps. Yves Rocher avait lancé ça. Donc, on a des réemplois de luxe avec Lancôme. Dernièrement, le pot de la crème libre est un pot en béton. Donc, finalement, un pot qui est béton. On se dit, il est là pour durer extrêmement longtemps. Et on va le remplir de petites recharges. Et ce pot est destiné à durer très longtemps. Moi, j'utilise la même bouteille de parfum que je remplis, je crois, depuis 2004. Donc, je ne sais pas combien ça fait. 18 ans. Ça fait 18 ans que j'ai la même bouteille, enfin le même flacon de parfum. Il est nickel, il est parfait, que je re-remplis pendant 18 ans. Voilà, parce que je trouvais ça complètement dingue. J'avais été voir je crois que c'était à Luxpack, il y a une vingtaine d'années, j'avais été voir le commercial de Valois. Vous savez, les pompes Valois. Et bon, c'était un stand magnifique. Et puis je vais voir le gars, je lui dis, mais ils sont géniales vos pompes. Il me dit, mais c'est quelle durée je lui dis, ouais, on peut presser combien de fois sur une pompe? Ah, il me dit indéfiniment. Ah, il me dit, ça marche tout le temps, c'est fait pour durer tout le temps. Et mais je lui dis, mais pour vider un flacon de 100 ml, il faut presser combien de fois? Oh, il me dit, je crois qu'à l'époque, il m'avait dit, il ne savait pas le gars, mais il m'avait dit peut-être 1000 fois. Presser 1000 fois peut-être pour verser un flacon. Et je dis, mais il n'y a pas un problème parce que là, vous dites que vos pompes, elles durent indéfiniment pour presser 1000 fois et que je suis obligé de les jeter à chaque fois. Mais je lui dis, mais elles sont recyclables. Ah non, non, c'est un truc de technologie. Il y a plein de pièces dedans. Non, on peut pas, c'est pas recyclable. Donc je lui dis, attendez, vous me faites une pompe à durée de vie infinie pour presser 1000 fois. J'ai dit, il y a un problème. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et voilà, je pense qu'on peut réutiliser un certain nombre, tout ou partie de nos emballages, et c'est ce que propose ça. C'est aussi ce que propose Miro, qui est une start-up aux États-Unis, où Miro vous vend au départ un emballage, c'est du plastique, donc je voyais, plastique mais pas à usage unique, à usage multiple. C'est un beau morceau de plastique bien lourd, bien épais, qui peut passer à la machine à laver. Et en fait, après, ils vous revendent que les recharges. Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans Miro, c'est qu'ils vous expliquent que finalement, on n'a pas besoin du même déodorant été comme hiver, printemps, automne, on peut changer d'avis, etc. Et que eux, ils te proposent juste de t'envoyer les recharges, tu les gardes et puis tu les remets tu nettoies un peu ton truc et tu les remets dedans. Et en fait, le même dispositif Roll-On te sert pour 4 ou 5 déodorants, types de déodorants différents toute l'année, ainsi de suite. Donc vous voyez vraiment des nouvelles... des nouveaux parcours consommateurs, des nouvelles idées. Après, vous avez aussi tout ce qui est en train de se développer avec l'Occitane et compagnie et bien d'autres sur le vrac, la distribution finalement en vrac de produits cosmétiques. Aux États-Unis, comment s'appelle, les médicaments, ils s'achètent en vrac. Je vous le rappelle. Voilà, tu vas au bout de la pharmacie et tu demandes, on ne vend pas systématiquement la boîte de 30 cachets ou 28. Moi, j'arrive pas à comprendre d'ailleurs comment se fait-il que, on va pas vous raconter ma vie, mais j'ai un traitement à vie. Donc, j'arrive pas à comprendre que dans mon traitement, j'ai des boîtes à 28 jours, des boîtes à 30 jours et des boîtes à 31 jours. Vous imaginez pas le bordel que c'est parce que tu t'es jamais aligné, quoi.
Je suis jamais aligné dans mon truc. Même un laboratoire, parce que maintenant on prend que du générique, ils n'arrivent pas à me mettre du 31 jours. Bon, enfin, quand même, quoi. J'y vais tous les mois. Et tous les mois, j'ai ça. Donc, toute ma vie, je suis en décalage. Il m'en manque un par rapport à un autre, etc. J'arrive pas à m'aligner. Moi, je dis, mais vendez-moi 30 cachets les jours, les 28 en février et 29, ou je sais pas. Mais enfin, 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 il y a un truc dingue, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas, mais je suis pas, voilà. Mais bon, je pense que je suis moins intelligent qu'un pharmacien. C'est pour ça que ça marche comme ça. Et puis vous avez des magasins typiques, voilà, de vrac qui sont en train de se développer. Donc l'emballage de demain, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faudra le penser autrement. Il faut essayer de se reformater nos logiciels, hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah, mais on a toujours fait comme ça, on continue. Ah ouais, non, mais ça, on l'avait fait il y a 20 ans, ça n'a pas marché.» Oui, mais c'était juste il y a 20 ans. Donc c'était peut-être trop tôt, tu étais trop intelligent avant, ou c'était pas le bon moment. Donc là, il faut penser vraiment autrement. Je vous ai donné des lignes avant. Et je vous demande de viser au-delà de la réglementation. Vous avez compris que la réglementation, finalement, quand tu la regardes depuis 25 ans, enfin, elle va toujours dans le même sens et elle va aller toujours plus dans le même sens. Tout ça est expliqué dans le deuxième ouvrage. Et je vous explique dans le deuxième ouvrage, et j'en arrêterai là, que en fait, ce n'est pas non plus une histoire de réglementation. C'est que tout ça, c'est une histoire de révolution du commerce. Demain, il y aura 3 grandes familles. Jusqu'à présent, on avait un commerce hégémonique de magasins physiques. On demandait au consommateur, avec ses petites jambes, son petit panier, d'aller vers un magasin et de remplir son panier. Ça, c'est le modèle de hier. Il existera peut-être encore un petit peu, mais ce ne sera pas le modèle dominant. Le modèle dominant, c'est complètement un schéma qui s'inverse. C'est le produit qui va au plus près du consommateur. Aujourd'hui, c'est les produits. Les produits se vendent essentiellement en vente en ligne, vente à distance, click and collect. Et en fait, ça veut dire que le produit vient vers le consommateur. Et puis, vous avez aussi de la vente en vrac. Je veux juste vous donner un chiffre. Alors, c'est le Nasdaq, hein, ils vont vendre le Nasdaq, hein, ils ne vont pas vendre autre chose, mais le Nasdaq nous explique qu'en 2040, c'était la fin de l'usage unique. 95% de nos achats se feront en ligne. C'est-à-dire, c'est pas que Amazon, hein, c'est du drive, du e-commerce, de la vente par correspondance. En 2020, les produits qui ont le plus évolué dans le monde en termes de vente, c'est les produits cosmétiques en ligne. 52% de croissance. C'est-à-dire, penser que demain, on se déplacera dans un magasin pour acheter des produits cosmétiques. En 2040, je pense que la personne qui a encore à penser ça, elle n'existera plus, comme je dis, en 2040. Il y aura ceux qui feront la révolution, il n'y aura plus les autres. Ça sera essentiellement de la vente en ligne, des produits qui vont se déplacer pour aller chez les gens. On peut se poser la question aussi de la pharmacie par rapport à des pathologies. Voilà, moi je vais tous les mois à ma pharmacie, je trouve ça complètement dingue. Si vous voulez qu'on m'oblige à aller à ma pharmacie en ALD pour acheter toujours la même chose. Je lui dis, mais c'est... Et qui me revoit, on est potes, hein, on se connaît depuis 10 ans, mais qu'à chaque fois je donne ma carte vitale, qu'à chaque fois... Attends, je dis, attends, c'est même toi qui m'appelles si j'y vais pas, donc il y a un problème, quoi. Il va falloir changer tout ça. Et pour changer tout ça, je vous dis que... voilà, que aussi, et comme le montre, que en fait, il faudra aussi agir sur le contenu pour diminuer le contenant. La cosmétique, c'est beaucoup de flotte et pas beaucoup de principes actifs. Donc pourquoi on en est là? C'est parce qu'on vend de la flotte. Donc il va falloir aussi, on voit, peut-être revenir à des formules solides de manière à limiter. Ce qui est intéressant, c'est que Garnier te montre un emballage 100% recyclé et recyclable, usage unique, qui nous explique qu'avec l'éco-recharge, on en économise 2, mais il y a quand même toujours
j'avais pas vu que ça clignotait comme ça, c'est une boîte de nuit, qui avait toujours finalement du plastique et qui était du plastique non recyclable parce que c'était pas un monomatériau. Quand tu le retournes, il n'est pas recyclable. Et que finalement, avec une formule sèche, tu as 0 déchet de plastique, tu fais toujours 2 fois plus de shampoing. Je ne vous fais pas de schéma sur les gains logistiques. Hein, divisé par 2, enfin tout est divisé par 2, voire par 4. Donc il va falloir se poser beaucoup de questions aussi, parce qu'on ne vend pas des emballages, mais on vend des couples contenant-contenu. Merci.